messieurs. Je suis honoré d'être invité pour participer avec vous ce matin. J'ai choisi ces deux thèmes parce que je pense que ce sont des fondamentaux pour le développement et aujourd'hui notre pays a réellement besoin de se pencher sur ces deux aspects pour pouvoir garantir un réel développement et des réponses concrètes aux attentes de ses citoyens. Alors, je rappelle un peu, je prends les 5 nœuds qui ont été retenus par le rapport du développement humain du cinquantenaire, l'un des rapports qui a fait un état des lieux objectif de la situation au Maroc et qui a en même temps identifié les 5 nœuds qui font problème au Maroc et qui sont des freins au développement, mais en même temps qui sont les leviers à partir desquels on peut assurer ce développement. Donc, les 5 sont l'inclusion, la santé, le savoir, l'économie et la gouvernance, mais moi je vais me concentrer sur les 2 points, à savoir le savoir et plus particulièrement l'aspect innovation et recherche et développement et l'aspect gouvernance, et je ferai un focus sur l'état des lieux de la gouvernance au Maroc et les tendances de son développement. Alors, d'abord, il est clair, et je vais essayer de le mettre en relief, qu'il y a une très forte interdépendance entre gouvernance, innovation R&D et développement. Donc, sans ces composantes, il est illusoire de pouvoir espérer un développement qui répond aux besoins des populations. Alors, je vais prendre, comme je l'ai dit, la partie innovation, et pour ne pas m'aventurer à parler dans le sens large et pour être plus concret, je vais me concentrer sur un domaine que je connais et sur lequel je suis engagé depuis une trentaine d'années, à savoir celui des technologies de l'information, et donc les technologies de l'information. Alors, je voudrais justement en introduction on fait un voyage en arrière dans l'histoire de l'informatique qui est devenue par la suite technologie de l'information et de la communication. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans l'histoire, mais je vais juste revenir au milieu du siècle dernier, donc où les ordinateurs commençaient à faire leur apparition, et particulièrement les ordinateurs de bureau. Alors, dans les années 70, à la fin des années 70, cette évolution, justement, une convergence entre les télécoms et l'informatique a donné les prémices des technologies de l'information. Et donc, on a commencé de plus en plus à aller vers une utilisation plus forte de cette convergence. Et ces technologies sont rentrées et ont eu une place de plus en plus importante dans l'enseignement et aussi dans l'orientation de l'industrie. Donc, ils ont influencé considérablement le cours de l'histoire de ces. Alors, l'industrie, où les différents secteurs industriels ont commencé à tirer profit de ces technologies, et ce n'est que vers le début des années 80 où le secteur du bâtiment et de la construction a rejoint ce mouvement. Il s'est approprié ces technologies, et donc dans notre petite contribution, nous avons été parmi les précurseurs à se mettre sur ce créneau, et je reviendrai tout à l'heure, mais ce n'est pas le propos, c'est plus pour donner une idée globale. Donc, début des années 80, comme je disais, et le bâtiment est parti d'approches très rudimentaires pour évoluer très vite et pour aller vers des approches de simulation et d'utilisation des technologies pour pouvoir
utilisé ce qu'on a appelé le virtuel, donc, et le virtuel qui a rattrapé la réalité et très rapidement, on arrivait difficilement à distinguer entre les deux. Et donc, il y a les projets commençaient à se modéliser avant même qu'ils soient mis sur le terrain. Mais plus que ça, c'est-à-dire, ce sont les premières étapes. Là où il y a eu une accélération forte, c'est plutôt dans les années 90, c'est la deuxième moitié des années 90, où le développement économique s'accélérait. Donc, les crises du début des années, c'est-à-dire la crise 90-91 était dépassée, et donc une relance économique forte. Et à ce moment-là, justement, les besoins de gestion et d'automatisation de cette gestion devenaient de plus en plus grandes, justement pour répondre à cette accélération du développement. Et dans le secteur aussi de l'immobilier, du bâtiment, de la construction, l'utilisation des technologies et l'innovation dans ces technologies était un élément fondamental pour l'accélération de la croissance. Et jusqu'au début des années 2000, 2000-2001, où les technologies ont atteint un sommet, et même on a atteint ce qu'on a appelé la bulle, qui a éclaté justement en 2001 et qui a créé une crise dans ce domaine parce que les survalorisations des sociétés qui étaient impliquées dans le domaine a créé aussi un problème. Alors, mais en parallèle de cette, on est sorti de la bulle et on est rentré vers une industrie qui devenait plus mature et où justement les attentes étaient beaucoup plus palpables et étaient beaucoup plus sortaient du rêve et rentraient dans la réalité économique directe. Et les réseaux télécoms avec le haut débit ont ouvert le monde de plusieurs applications, le e-learning, le e-santé, les e-services, le e-commerce, le e-banking et e-administration, qui est devenu par la suite e-gouvernement. Et là, le Maroc, en 2002, a emprunté la voie et il a donné beaucoup d'espoir aux citoyens qui ont exprimé une attente pour que le processus soit accéléré et pour que des résultats impactent leur quotidien. Alors, depuis 2002 jusqu'à 2011, qu'en est-il ? Je pense que je vais passer à la gouvernance et on reviendra pour dire qu'est-ce qui s'est passé depuis. Alors, les principes de la bonne gouvernance, je rappelle, ils sont connus de tous, mais je pense qu'un rappel est utile pour qu'on puisse enchaîner sur la suite. D'abord, les objectifs recherchés à travers la bonne gouvernance, c'est que les politiques soient orientées par des objectifs. Et on ne fait pas des politiques par les moyens, mais plutôt par les objectifs. Qu'il y ait une amélioration du service, c'est-à-dire le destinataire de cette gouvernance qui sont les citoyens et les usagers. Et derrière les usagers, ce sont les entreprises et autres usagers. Donc ça devient la cible principale de toute réflexion et donc les attentes sont prises en considération dans la conception même des politiques. Tout en optimisant et en rationalisant justement puisque les attentes sont énormes et les moyens sont généralement limités. Donc il y a besoin de faire une rationalisation de l'utilisation de ces moyens tout en augmentant l'atteinte des objectifs. Pour cela, les responsables rentrent dans une logique de contractualisation et de responsabilisation par rapport aux objectifs et donc avec le corollaire qui est une gestion avec une traçabilité et une transparence qui sont la base de la réédition des comptes. Alors, ces grands principes sont accompagnés avec des moyens et des règles de contrôle et de modernisation. Donc, il faut avoir des moyens de veille et par conséquent d'anticipation, autrement on ne peut pas réaliser les objectifs à terme.
les process doivent être revus et mis à plat. Il y a en permanence un rapprochement des objectifs par rapport aux résultats et donc une mesure des indicateurs de performance. Il faut assurer une évolutivité, une flexibilité, puisque la donne, c'est-à-dire la nouvelle donne, c'est que les choses évoluent à une telle vitesse qu'on ne peut pas s'inscrire dans un plan et rester figé pendant des années sur le même plan. Donc ça veut dire que tout au long de la mise en œuvre d'une politique, il faut être capable de s'adapter, de recadrer, donc évaluer et recadrer. Et puis, il faut en permanence accompagner le changement. Donc ça, c'est les principes et les moyens d'accompagnement. Donc pour faire ça, il faut une orientation vers une programmation stratégique qui part des cadrages et des orientations pour définir des missions, des programmes, et à partir de ces programmes, des projets et des actions. Donc ça, ce sont les grands principes pour la mise en œuvre de tout cela. Il y a, comme j'ai dit, des moyens, et ces moyens doivent obéir à une gestion selon les règles énoncées pour la bonne gouvernance, donc une programmation stratégique donc, qui doit aboutir à des contrats-programmes. C'est la contractualisation dont j'ai parlé. Pour y arriver, il y a besoin de préparer des budgets sur la base de ces objectifs projetés, de pouvoir les faire sur des bases concrètes avec tout ce qui constitue les futurs outils d'exécution et donc de mise en œuvre de ces stratégies. Donc, une fois qu'on a défini, on commence à engager et bien entendu, on suit avec une réédition des comptes en permanence. Et tout ça doit être fait avec des tableaux de bord qui indiquent justement la convergence entre ce qui a été prévu et ce qui est en train d'être fait. Et les indicateurs sont aussi planifiés dans le temps. Des indicateurs qui sont à la fin du cycle du programme n'ont aucun intérêt parce qu'on sera dans la situation de constater, d'avoir une photo instantanée qui ne servira à rien. Donc les indicateurs eux-mêmes sont et avec tout cela intégré dans le respect des règles de bonne gouvernance. Tout cela, c'est-à-dire nécessite une mise en place d'un système de gestion qui permet de suivre et de disposer en permanence de l'état de ce qui est engagé comme action et de ce qui est obtenu comme résultat. Donc on revient par rapport à l'interdépendance. Donc on a donné une idée sur la partie innovation, sur les principes de la gouvernance, et je vais faire un petit focus sur la partie transparence. Donc à ce niveau-là, la définition qui est retenue pour parler de la corruption dans le sens le plus large, c'est le détournement d'un pouvoir, quel qu'il soit privé ou public, au détriment d'un profit d'intérêt privé. Et donc que le pouvoir soit politique, judiciaire, administratif ou auquel. Alors, l'un des points fondamentaux pour créer de la transparence, c'est l'accès à l'information et la participation des citoyens et des concernés. C'est le moyen. Il y a lui, Brandy, qui a dit une phrase très simple, mais qui résume toute cette affaire, c'est qu'il n'y a pas meilleur désinfectant que les rayons de soleil. Quand on a une maison qui est éclairée par le soleil, rarement on a des moisissures, et donc c'est le meilleur moyen. Alors l'objectif de tout cela, c'est de construire un système national d'intégrité. Le système national d'intégrité repose sur des piliers importants sans lesquels, s'il y a un pilier, c'est tout le chapiteau qui s'écroule. Donc, vous les voyez ici, c'est la volonté politique, c'est des agences anticorruption, c'est les réformes pour pouvoir aller dans le sens de la bonne gouvernance et un exécutif qui met en application. Et on va voir très rapidement que ce dont on souffre au Maroc, c'est justement l'ineffectivité des lois. Des organes de contrôle, un législatif en place, etc. Donc là, on a une expérience qui va démarrer. On va voir si on va pouvoir dépasser les maux que connaît le Maroc. Une construction du SNI avec une large participation
des responsables, une large participation et des responsabilités clairement définies. Sinon, c'est le chaos si le télescopage des responsabilités ou les trous de responsabilité créent le chaos. Le système national d'intégrité, il est défini pour avoir des institutions intègres élues démocratiquement dans la transparence, un exécutif ouvert, des instances de contrôle, un médiateur qui est là pour justement huiler les rouages, une agence pour la lutte contre la corruption, une justice outillée et indépendante, des médias professionnels et libres et une société civile active et organisée et qui joue le rôle de contre-pouvoir et un secteur privé dynamique. Contre-pouvoir mais aussi une force de proposition. Ce qui est important pour la corruption, tant qu'elle n'est pas chère, elle est très répandue. Il faut rendre la corruption avec un coût très élevé. Celui qui pratique la corruption, il risque de payer un prix cher. C'est ça aussi la règle. Il faut avoir aussi l'engagement des institutions dans un processus global de développement de la transparence. Donc, il faut que ce processus soit clairement mis en évidence et qu'il soit visible et qu'il soit accessible à tous. Alors, on voit aussi à travers des statistiques que tant que justement les gens vivent la situation de la corruption quand ils vivent leur situation comme étant victimes de la corruption, ben, ils rejettent les institutions et ils rejettent même le principe de la démocratie. Donc l'adhésion à la démocratie et le soutien des institutions passe par le fait d'avoir un sentiment d'être dans un environnement où on est protégé contre ces pratiques-là. Alors, comment est-ce qu'on mesure justement le développement de la corruption dans une société? Il y a plusieurs outils. Je ne vais pas les développer parce que ça prendrait trop de temps, mais il y en a, je vais prendre un parmi ceux-là. J'ai parlé du système national d'intégrité qui a ses règles pour mesurer justement où est-ce qu'on en est de l'avancement de la construction du système national d'intégrité. Il y a des enquêtes d'intégrité, il y a tout un ensemble une batterie d'outils qui permettent de mesurer l'état d'avancement. Mais il y a aussi l'indice de perception de la corruption qui est un indice, même quand on parle de perception, il est assez significatif puisqu'il se base sur des multitudes d'enquêtes et de recoupements et avec des écarts types de plus en plus faibles et qui montrent que l'appréciation elle est assez objective. Donc là, c'est le dernier, il se base sur 18 enquêtes et 12 organismes indépendants et qui sont loin les uns des autres et leurs résultats sont consolidés et recoupés. Ça, c'est la dernière carte du monde avec la présence de la corruption dans le monde et on voit qu'elle est assez sombre. Donc il y a peu de points où la corruption est faible, donc là où vous avez le plus clair. Donc on voit que les mêmes pays qui sont en tête de peloton, c'est la Nouvelle-Zélande, le Danemark, Finlande et Suède, qui varient en position, mais ils sont toujours en tête de... Alors ça c'est le nombre c'est-à-dire là où sévit la corruption, c'est le plus à date. Donc on a 12 pays où c'est catastrophique, on est quasiment dans la corruption à tout coin de rue, et puis 60, qui est le tiers des pays qui sont couverts, qui sont dans une corruption considérée comme endémique. Alors, dans le monde arabe, de 2005 à 2010, alors qu'auparavant, la corruption dans les pays arabes, c'est-à-dire était très mal notée tous. On a vu qu'à partir de 2005, il y a 5 pays arabes qui émergent. Ça veut dire qu'il est possible de combattre la corruption, y compris dans des environnements semblables aux nôtres. Et nous avons eu 3 qui se sont maintenus et qui ont même amélioré leur position dans le Qatar et les Émirats arabes unis avec des positions 22e et 28e et des scores. Parce que le classement n'est pas le plus important, mais le plus important, c'est le score.
où on a 7,2 pour le Qatar et 6,8 pour les Émirats arabes unis. Quand on prend les 4 pays qui sont en tête, c'est 9,4 et 9,2. Pour le Maroc, en dehors des 3 premières années où il y a eu des variations, il s'est stabilisé, mais dans une situation assez catastrophique, c'est-à-dire une position entre 3,2 et 3,5, et donc avec un classement qui varie entre la 70e et la 80e position. Le dernier qui est apparu il y a quelques jours, il y a 3 ou 4 jours, ce sont les résultats d'il y a 3 ou 4 jours. Donc le Maroc, il est encore à la 80e position avec 3,4. Alors, quand on vient aux enquêtes d'intégrité, juste un extrait très bref pour montrer un peu comment est considérée la corruption et son évolution au Maroc par les citoyens et par les entreprises. On distingue deux corruptions, la corruption dans le monde des affaires et la corruption que rencontre le citoyen dans son quotidien. Pour les deux, on est quasiment dans une unanimité que si elle ne s'est pas maintenue, elle s'est aggravée. Donc, quand on prend la petite corruption, il y a 93% des entreprises qui considèrent qu'elle s'est maintenue ou s'est aggravée, et parmi les ménages, c'est 64%. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à les technologies de l'information et la réponse aux attentes des citoyens par rapport au e-gouvernement. Là, on voit que le Maroc a 0,2 sur une échelle de 1. Donc, ça, c'était en 2008. Et avec la stratégie Maroc numérique 2013, il projetait d'aller vers 0,8, qui est une position plutôt très bonne. Et passé en 2011, on devait être à 0,6 pour rejoindre des pays comme la Jordanie ou l'Égypte, qui sont déjà à ces niveaux-là, qui étaient déjà à ce niveau-là en 2008. Alors, l'évolution ne s'est pas faite comme prévu, et on voit que le Maroc est resté à la 126e position et avec une note de 0,3 par rapport à l'indice de e-gouvernement des Nations Unies. Donc, ça n'a pas beaucoup avancé et les raisons sont très simples. C'est que nous n'avons pas une stratégie intégrée, nous n'avons pas de pilote réel du e-gouvernement et on a des projets dans chacun des ministères, dans chacune des administrations et qui sont portés généralement par les DSI et très peu par les managers et les hauts responsables. Et donc, on n'a pas de convergence. Le dernier rapport que le Conseil économique et social a sorti sur la gouvernance des services publics montre qu'on est dans une situation paradoxale, des moyens qui sont engagés et au final, le citoyen se trouve toujours dans les mêmes problèmes avec e-gouvernement. Sans e-gouvernement, il est tiraillé entre telle administration et telle autre et il passe des parcours de combattants. Pour pouvoir obtenir un service, il doit faire 10 à parfois 20 étapes pour un seul service. Là, on revient aux pays arabes par rapport au volet e-gouvernement et ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a une forte corrélation entre le développement du e-gouvernement et le développement de la transparence. Donc, ce sont les mêmes pays qui sont en tête par rapport aux deux. Alors, l'apport du e-gouvernement, le e-gouvernement, il y a plusieurs volets dans c'est interadministration, entre administration et citoyens, entre administration et entreprise, c'est les deux derniers qu'on va aborder rapidement. Je vous rassure, ça ne va pas prendre encore trop de temps, mais pour pouvoir répondre aux besoins réels du service à travers le e-gouvernement,
il faut tenir compte de l'état de ce qu'on appelle de sophistication de ces e-gouvernements. Il y a ce qui est informationnel, c'est juste à titre d'information, qui donne de l'information mais pas plus. Il y a ce qui est interactif, ça permet de pouvoir aller vers l'explication d'un besoin et pas plus. Et les transactionnels, ça permet au niveau d'une administration d'interagir et l'intégrer, c'est ça l'objectif du e-gouvernement. Alors, un e-gouvernement ne peut être efficace que s'il utilise les réalités de la société et par conséquent les moyens dont disposent les citoyens pour pouvoir le faire. Ça c'est tous les bienfaits du e-gouvernement, mais en particulier c'est que ça donne un accès démocratique pour tous et donc quand on est en face d'un ordinateur, il ne distingue pas entre tel ou tel demandeur du service et par conséquent le traitement est égal. L'accès se fait directement et par le biais de proches ou d'intermédiaires. Ça, c'est important parce qu'on a tendance à dire qu'on est dans un pays avec un alphabétisme très développé et par conséquent, ce n'est pas fait pour nous. C'est tout à fait le contraire. Ce sont ces populations les plus démunies qui profitent le mieux parce que c'est celles qui subissent le plus les pressions dans le cadre des services publics. Réduction des contacts et donc les marges de manœuvre de l'agent public et donc une facilité pour garantir la traçabilité des décisions et leur exécution. Donc l'objectif c'est de faire du e-gouvernement un outil pour aller vers ce qu'on appelle la B-gouvernance, la bonne gouvernance. Alors là, pour conclure, j'ai parlé de ces aspects et leur interdépendance et leur contribution pour construire un système qui est au service du développement et un développement au service du citoyen. Comment est-ce que... Je n'ai pas parlé de mon expérience, je l'ai laissé en un seul slide pour parler comment est-ce qu'on peut agir et contribuer pour infléchir les cours de ces éléments ou des événements. Donc, sur le plan professionnel, comme ça a été dit, j'ai fondé une entreprise et j'ai voulu qu'elle soit avec entreprendre autrement, et justement dans la transparence, dans le combat, dans l'innovation. Et vous voyez, dans l'historique, on a utilisé l'innovation très tôt pour nous positionner dans les années 80 dans le secteur du bâtiment, mais aussi quand le développement du besoin de l'automatisation s'est fait, on était les premiers à mettre en place des solutions pour le... Alors, concernant l'associatif Transparency Maroc, on en a parlé et donc les éléments qui ont été mis en évidence sont le fait de cette implication dans la lutte contre la corruption, mais aussi au niveau institutionnel, notamment au niveau de l'instance de prévention de la corruption, au niveau de l'Observatoire de développement humain et plus récemment dans le cadre de Conseil économique et social.